Joël Gobert, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Merci donc de venir à ce micro pour nous éclairer sur ce que vous appelez dans l'une de vos publications la crise de la représentation en politique. Vous êtes particulièrement qualifié pour en parler, vous qui avez traduit et commenté Cassirer, un philosophe important du XXe siècle, et avez publié de nombreux articles et ouvrages écrits avec passion, rigueur et exigence. Je pense à L'École républicaine, chronique d'une mort annoncée aux éditions Plein Feu. Je pense aussi à Quelle crise de la culture chez ce même éditeur, mais je pense surtout à vos contributions au volume consacré à la politique aux éditions M édité, M comme la lettre, et en particulier à celui que vous avez publié tout récemment, en 2007, et qui porte comme titre « Le populisme aujourd'hui ». Ma première question, qu'est-ce que le populisme à vos yeux ? Alors le populisme, c'est une forme de pensée et d'action politique, essentiellement, qui en appelle au peuple. Et ce, à l'encontre du pouvoir politique établi et des élites qui le soutiennent, et qui serait censé trahir les prérogatives du peuple et notamment sa souveraineté si on est bien dans le contexte démocratique. Et ces organisations ou ces orateurs populistes flattent le peuple en employant un langage fleuri, imagé, métaphorique, tout en le méprisant, peut-on remarquer, parce que ils pensent que le peuple est trop bête pour s'exprimer lui-même ou agir dans son intérêt. Ce pourquoi la cause du peuple s'incarne dans un chef populiste. Oui, mais en même temps, vous dites qu'ils méprisent le peuple, mais enfin, ils passent leur temps à dire que eux parlent comme le peuple, qu'ils sont l'expression du peuple. Oui, il y a cette revendication des organisations et hommes politiques populistes d'être en prise directe avec le peuple, notamment en parlant comme lui, en lui parlant de lui, le peuple et en lui parlant de ses intérêts immédiats au peuple. C'est ce qui fait d'ailleurs le succès des organisations et des hommes politiques populistes. Mais en même temps, on peut se demander, et on peut même constater dans l'histoire, que bien plutôt que d'être au service des intérêts réels du peuple et de sa souveraineté, puisqu'il s'agit de cela dans un contexte démocratique, souvent les organisations et les hommes politiques populistes font passer leurs propres intérêts avant ceux du peuple. Diriez-vous qu'il y a un populisme de droite et un populisme de gauche, ou d'extrême droite ou d'extrême gauche ? Comment verriez-vous les choses ? Dans l'histoire, on peut peut-être se référer au totalitarisme. Si l'on admet qu'il y a un totalitarisme rouge, communiste, aussi bien qu'un totalitarisme brun, fasciste, bien que cette distinction soit à examiner, peut-être en effet que l'on peut trouver des démagogues, des orateurs, des rhéteurs, plutôt de gauche et d'autres plutôt de droite. Sans rentrer dans des détails qui pourraient être déplaisants à certaines oreilles, est-ce que vous estimez cependant que dans l'actualité politique française, il y a, ça et là, du populisme ? Peut-être, sans doute même, vous en parliez vous-même dans votre présentation, un candidat ou peut-être une candidate a, je dirais, fait appel directement au peuple lors de grandes émissions participatives en lui demandant tout simplement de lui donner des idées pour qu'elle fixe sa ligne politique. Alors que peut-être le rôle d'un homme d'État ou d'une femme d'État, si on peut dire, c'est de proposer une ligne politique bien plutôt que d'aller la chercher chez le peuple lui-même. Alors poursuivons cette réflexion sur ce qu'il en est de la démocratie aujourd'hui. Vous proposez, Joël Gobert, de distinguer 3 modèles. Le modèle représentatif, le modèle participatif et le modèle délibératif. Alors évidemment, il faut nous expliquer un petit peu ce que vous entendez par ces qualificatifs. Qu'est-ce donc que le modèle représentatif ? Oui, alors le modèle représentatif fait lui-même référence à un type de gouvernement, puisque la grande question politique qui s'est toujours posée aux hommes, c'est comment vivre ensemble et si possible bien vivre ensemble dans la sécurité, la liberté, voire l'égalité. Et plusieurs candidats au titre de meilleur régime politique se sont présentés, la monarchie, l'aristocratie et la démocratie. Et progressivement, l'idée est venue que sans doute la meilleure forme de gouvernement est celle qui demande au moins son avis, voire qui suit les décisions des peuples assemblés eux-mêmes. Churchill disait d'ailleurs que la démocratie était un mauvais régime, mais le moins mauvais. Oui, un mauvais régime dans la mesure où, peut-être nous l'évoquerons, il est assez instable.
ensemble, puisqu'il donne le droit à la parole à tous, mais le moins mauvais dans la mesure où les lois qui sont censées faire vivre les hommes ensemble émanent de ces mêmes hommes qui sont alors des concitoyens. Et notamment en démocratie représentative, c'est le peuple démos qui est censé exercer ce pouvoir de se donner à lui-même ses propres lois. Ce sont des concitoyens, c'est-à-dire, vous voulez dire, des citoyens qui vivent ensemble et qui instituent ensemble le régime sous lequel ils veulent vivre et donc auquel ils se soumettent. Non, mais, tout à fait. Donc la source ici du régime, c'est le peuple lui-même. La source du régime est donc, pour le dire plus simplement, des lois. C'est le peuple lui-même. Bien qu'une distinction ait été faite par Benjamin Constant, un penseur français de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle, qui distingue bien alors la source, comme vous le dites, de l'autorité politique de faire des lois et l'exercice de cette autorité politique. Si la source est bien dans le peuple, comme le dit Rousseau par ailleurs lui-même, l'exercice de cette autorité doit être confié à des représentants. Et c'est là que nous en venons justement à la notion de représentation. Oui, alors qu'est-ce que cette représentation ? S'agit-il d'une pure et simple délégation de pouvoir à des élus ou à des élites ? Oui, alors donc le premier sens du mot représentation, effectivement, c'est une action qui consiste à remettre le pouvoir que l'on a de se donner à soi-même sa propre loi à quelqu'un qu'on a désigné pour le faire. Par exemple, comme dans le cas des députés et des sénateurs dans notre démocratie parlementaire. D'accord, donc tel est le modèle de la représentation politique en démocratie. Peut-être complété en faisant référence, bien entendu, comme chacun sait, au suffrage universel. Un homme égale une voix égale une voix, selon le pluralisme politique, un débat, une discussion et un vote à bulletin secret, et le principe majoritaire qui décide de l'issue du scrutin. Qui dégage donc un certain nombre de personnes qui feront partie du personnel politique censé nous représenter le peuple, voilà. par voie de délégation. Tout à fait, par voie de délégation dans des assemblées donc législatives, parlementaires ou le Sénat, par exemple. D'accord. Alors ce modèle un peu théorique de la démocratie, c'est donc incarné dans notre histoire, et en tout cas récemment. Peut-être peut-on faire référence aussi aux Grecs, mais nous allons parler surtout de nos démocraties modernes. Mais alors comment est-ce que vous pouvez nous expliquer la manière dont l'expérience historique a incarné ce principe représentatif ? Alors l'expérience historique nous vient plutôt de la modernité, je dirais, de l'école moderne du droit naturel, un ensemble de penseurs, de philosophes tels que Hobbes, Locke, XVIIe siècle, XVIIIe siècle. Tout à fait, Diderot. Je ne dis pas Rousseau, parce que nous en parlerons pour le modèle participatif plutôt. Et cela s'est incarné historiquement dans la longue lutte de ces penseurs et d'une grande partie du peuple, le tiers-État, contre la monarchie absolue d'abord. Monarchie absolue qui, lors des révolutions anglaises, américaines et françaises, est elle-même devenue monarchie constitutionnelle. Donc déjà démocratique, d'une certaine façon, puisque qui dit monarchie constitutionnelle dit existence d'une constitution, d'un texte écrit, d'une charte, mais aussi l'existence d'une assemblée qui veille à ce que le pouvoir monarchique lui-même respecte cette charte. Et donc, cette assemblée, elle est représentative des intérêts généraux, de l'intérêt général. Autrement dit, une démocratie peut s'accommoder d'une monarchie, finalement. D'une certaine façon, d'ailleurs, on le constate historiquement. Chez les Belges, chez les Espagnols aujourd'hui, chez nos voisins britanniques, vous ne diriez pas que ce ne sont des régimes tyranniques. Effectivement. Là, je pense à Kant, notamment, Emmanuel Kant, philosophe allemand du XVIIIe siècle, qui, dans sa distinction sur laquelle nous reviendrons entre République et démocratie, insiste sur le critère de la distinction et de l'articulation des trois pouvoirs à la suite de Montesquieu. Est démocratique tout état de droit dans lequel le législatif, le pouvoir de faire la loi, l'emporte, en tout cas précède et règle l'exécutif, qui ne peut exécuter que les lois qui sont établies, et le judiciaire qui sanctionne le respect, ou surtout le non-respect des lois. Oui, c'est la théorie donc de la séparation des pouvoirs que l'on trouve en effet chez Montesquieu.
On dit d'ailleurs distinction la plupart du temps, et je crois, pour avoir lu moi-même Montesquieu, que jamais on trouve ce mot de distinction. Il parle, lui, de séparation, ce qui n'est pas tout à fait... Effectivement, c'est important. Il me semble qu'en toute rigueur... Il y a une articulation tout de même. Voilà, il vaudrait mieux ne pas parler de séparation, parce que cela signifierait que les trois pouvoirs en question, législatif, exécutif et judiciaire, sont séparés, et que chacun peut prétendre l'emporter sur les deux autres, ce qui arrive très souvent, notamment de la part de l'exécutif. Comme vous le proposez, il vaut mieux dire distinction des trois pouvoirs et articulation des trois pouvoirs, étant entendu qu'on est en démocratie représentative, notamment quand le législatif l'emporte sur l'exécutif et le judiciaire. Donc distinction plutôt que séparation. Voilà. Bien, alors donc ce modèle a trouvé à s'incarner, disions-nous, Oui. dans l'histoire. Vous pourriez Oui. peut-être nous dire un peu ce qu'il en est de la France en particulier. Oui, tout à fait, puisque l'un des grands moments, suite notamment aux écrits des philosophes que nous avons évoqués, eh bien, a eu lieu la Révolution française en France, on peut le remarquer, peut-être pas dans le reste du monde, même pas dans le reste de l'Europe, et que cette Révolution française, du coup, a institué la souveraineté du peuple. La démocratie, c'est bien le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, ce qui a donné lieu, après la monarchie constitutionnelle qui a eu une existence très rapide en France, à la Première République, ensuite, comme chacun sait, à l'Empire, à la Restauration, puis à la Seconde République en 1848, la Commune en 1871 et la Troisième République, jusqu'à notre Cinquième République actuelle. Alors, ce modèle représentatif est séduisant et pourtant, il paraît être en crise. Oui, il me semble que nos démocraties représentatives actuelles sont quelque peu désenchantées, car on part d'une bonne idée et on aboutit à une crise. Alors, que se passe-t-il ? Eh bien, il se passe que, historiquement, dans les 2 derniers siècles qui viennent de se dérouler, depuis la Révolution française, l'appareil d'État exécutif a pris une telle dimension que le gouvernement qui exécute les lois a pu l'emporter progressivement sur le Parlement, là où l'on fait les lois. Et ce principe représentatif a pu substituer, dans les faits, à une distinction de droit entre représentés et représentants, progressivement, une distinction de fait entre dominé et dominant. Alors nous allons poursuivre la réflexion sur cette subordination du pouvoir législatif au pouvoir exécutif dont vous nous parlez, mais nous pourrions peut-être nous offrir une petite pause musicale et je vous ai demandé de choisir vous-même celle qui vous ferait plaisir. Oui, que le choisissez-vous ? temps des cerises. Le temps des cerises. Pourquoi ce choix ? Parce qu'il y est question d'amour, comme chacun le sait, et alors on se demandera quel est le rapport entre l'amour, l'érotique et la politique, les circonstances historiques, puisque cette chanson a été écrite à la fin du Second Empire, elle a été reprise par la Commune de Paris et par tous ceux qui appellent à la résistance à l'oppression. En particulier durant la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, ce fut un chant emblématique. Tout à fait, et emblématique de la France même, semble-t-il, dans le monde entier. Et pourquoi ce lien entre l'érotique et la politique ? Parce que les amours qui sont les nôtres se situent aussi dans un contexte politique. On n'aime pas en démocratie comme on aime en monarchie et encore moins en tyrannie. Alors nous écoutons cette magnifique chanson. Nous sommes en compagnie de Joël Gaubert, philosophe spécialisé, entre autres spécialités, en philosophie politique, et nous réfléchissons aujourd'hui à la crise de la représentation en politique et nous nous interrogeons sur le modèle qui s'intitule justement « Modèle représentatif de la démocratie ». Alors Joël Gaubert, juste avant cette pause musicale, vous nous disiez que l'exécutif prenait le pas sur le législatif. C'est cela la raison majeure, à vos yeux, de la crise contemporaine, où il y a d'autres éléments éventuellement à souligner dans cette crise de la représentation ? Il ne faut pas oublier le contexte international, marqué, comme chacun sait, par la mondialisation, ou en anglo-saxon la globalisation, qui
fait que de plus en plus, semble-t-il, les peuples et leurs représentants, députés, sénateurs, et même leurs représentants exécutifs, président de la République, sont de plus en plus dépendants de ce qu'on appelle la gouvernance mondiale, du fait d'organisations comme le FMI, l'OMC, le FMI, c'est-à-dire le Fonds monétaire international, voilà, dont M. Strauss-Kahn est désormais le président. Oui. L'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. On peut aussi penser à des organisations extra-politiques, mais qui pourtant imposent assez souvent leurs décisions aux politiques et donc aux peuples, comme les multinationales, que je préfère appeler les post-nationales, parce qu'elles pensent elles-mêmes qu'elles succèdent légitimement à un mode de gouvernement des hommes qui n'est plus tenable et qu'il faut aujourd'hui administrer les choses et qu'elles sont aptes à le faire. Et ces multinationales vont jusqu'à pénétrer jusque dans nos corps, puisque je pense aux mastodontes de l'agroalimentaire, mais aussi au plus profond de nos cœurs et de nos esprits, et je pense bien entendu, comme tout le monde, au pouvoir médiatique, qui n'est plus le quatrième, mais qui est malheureusement devenu le premier. Le premier des pouvoirs. Voilà. Donc, crise du modèle représentatif de la démocratie. Alors, à ce moment-là, on peut comprendre que certains aient avancé d'autres qualificatifs pour essayer de sortir de cette impasse. Et c'est peut-être là que surgit le modèle dit participatif. Alors, bien souvent, malgré les efforts de clarté de notre personnel politique, on n'a pas toujours très bien compris ce que ça voulait dire. Démocratie participative par rapport à démocratie représentative. Il y a eu beaucoup de choses dites, de critiques, de polémiques. Pourriez-vous nous aider posément à y voir clair? Qu'est-ce que c'est que le modèle participatif? Est-il donc une solution à la crise de la démocratie représentative? Oui, juste avant, si vous le voulez bien, je reviens à deux exemples, puisque vous m'en demandiez tout à l'heure. Il est apparu notamment en France lors du 21 avril 2002 et du 29 mai 2005. Les dates des deux dernières élections présidentielles. Et puis, pour le 29 mai 2005 du référendum, le référendum constitutionnel, le traité constitutionnel européen, il est apparu ce qu'on a appelé depuis la fracture politique, entre des majorités exprimées donc lors du suffrage, et puis le type de représentant ou de représentation finale qui en était issu. Par exemple, pour le traité constitutionnel européen, alors que les représentants politiques, médiatiques, d'une certaine façon aussi sportifs et culturels, puisqu'il y a aussi maintenant des élus, des élites plus sportives et culturelles, étaient plutôt pour le oui à ce traité constitutionnel européen, jusqu'à la hauteur de 90%. On sait le résultat, puisque 55% du peuple a rejeté ce traité constitutionnel européen. Alors donc, la démocratie participative, on peut penser que c'est ce modèle participatif qui est au plus près de la notion de démocratie, puisque si on définit la démocratie comme étant le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, on peut penser que c'est le peuple lui-même qui doit être non seulement la source, comme le dit Benjamin Constant, mais l'exercice qui doit être fait par le peuple étant le sujet qui exerce sa souveraineté directement en se donnant à lui-même, sans l'intermédiaire de représentants législatifs, en tout cas, ses propres lois. Et là, on ne peut que se référer à Rousseau qui dit « Un peuple soumis à des lois en doit être l'auteur ». Et Rousseau s'opposait à la théorie dite de la séparation des pouvoirs, dont il avait bien vu les dangers que nous évoquions tout à l'heure. Alors, le modèle théorique, si on peut dire, de participatif, comment le caractérisez-vous? Alors, ce modèle participatif, on peut continuer à le préciser théoriquement. Il affirme que dans l'ensemble des normes qui commandent la vie collective, c'est bien la loi centrale, telle qu'elle est édictée par le peuple, qui l'emporte sur toutes les autres normes. Que ces normes viennent des autres instances politiques, exécutives par exemple, des ordonnances, des décrets, ou du pouvoir judiciaire, des arrêts de justice, ou que ces normes viennent encore d'ailleurs
que de la sphère politique. On pense maintenant à l'importance de ce qu'on appelle la prétendue loi du marché, qui relève donc de l'instance économique, et puis parfois la foi des identités culturelles, voire même cette tendance à opposer les contrats et leur multiplicité dans la société civile à la loi centrale. Pour le modèle participatif, la norme centrale qui décide du vivre ensemble, c'est bien la loi. Et cette loi émane directement du peuple. C'est du Jean-Jacques Rousseau, tout ça. Voilà, tout cela. Alors, Ségolène Royal, c'est retour à Jean-Jacques Rousseau. Alors, je ne sais pas si on peut le dire d'une façon aussi rapide. En tout cas, j'ai pris cet exemple tout à l'heure. On peut quand même constater, donc, et vous m'y invitez, constater que la volonté de faire participer les citoyens dans des conseils, comités, assemblées, conventions, voire pourquoi pas des émissions télévisuelles, faire débattre des citoyens entre eux des problèmes de tous, qui sont ceux de la politique, c'est une bonne intention, parce que cela fait participer effectivement les premiers intéressés, c'est-à-dire ceux qui auront à respecter les lois, à les exécuter, eh bien, cela les fait participer à l'élaboration des lois. Et nous sommes donc là dans le cadre de ce que nous pourrions appeler une démocratie directe. C'est ce qui s'est incarné en partie dans notre histoire, à votre avis ? Tout à fait, oui, puisque... Bon, ce modèle, j'ai dit, remonte à Rousseau, mais en fait, il remonte aux Grecs, puisque là, du coup, la démocratie athénienne était directe. Le peuple, sur l'agora, dans les assemblées, discutait et élaborait directement ses lois. La Révolution française que nous évoquions tout à l'heure a repris l'exemple de la démocratie athénienne et même de la République romaine, jusque dans les attitudes et les attributs symboliques. Et en inventant ce système que je disais de comités, conventions, assemblées, conseils de citoyens, elle a établi ce que nous appelons les commissaires du peuple. Oui. C'est-à-dire qui sont chargés non pas de faire la loi, mais d'exécuter, les commissaires étant responsables devant les commettants, ceux qui les choisissent, alors que les commettants ne sont pas responsables devant les commis. Alors je crois entendre aux inflexions de vos propos que vous n'êtes pas complètement convaincu par ce modèle participatif. Bien, disons qu'il a de grandes vertus quand même, parce que... alors que la parole publique pourrait nous sembler actuellement, notamment dans notre démocratie représentative, puisque dans les démocraties modernes, étant donné le grand nombre de la population, la complexité technique des dossiers, l'étendue maximale des territoires, il a bien fallu que la représentation législative s'instaure. Mais nous pouvons avoir le sentiment que la parole ne nous est pas donnée. Et donc, la volonté de faire participer les citoyens me semble venir d'un bon sentiment, voire d'un bon jugement. Donc la démocratie participative a des vertus. Oui. Est-ce que vous pourriez nous dire, mais alors très très rapidement, parce que nous poursuivrons cette discussion dans une prochaine émission, en quoi elle vous paraît non pas vertueuse, mais peut-être vicieuse ? Oui, eh bien, en ce que peut-être dans un premier temps, on pourrait penser que des représentants exécutifs, présidentiels peut-être notamment, ne sont pas, je dirais, moins tentés que les représentants législatifs d'usurper peut-être une partie de la souveraineté du peuple. Ça, c'est un danger qui peut venir des institutions, d'en haut, d'une démocratie peut-être trop présidentielle, voire présidentialiste. Et puis, le second danger, c'est celui qui vient d'en bas. Est-ce que nous-mêmes, parce que le peuple, nous en faisons partie, est à même en mesure d'être éclairé et responsable dans les choix qu'il fait ? Alors, ces questions-là, il nous faut absolument les reprendre, et c'est pourquoi nous avons prévu une seconde émission pour continuer la réflexion. Merci Joël Gobert d'avoir mis votre rigueur au service de l'intelligence politique des auditeurs. Merci à vous. Et merci de votre merci. À lire en tout cas le chapitre « La crise de la représentation en politique » ou « La crise de la représentation, oui, en politique », c'est bien cela, oui. Dans le populisme aujourd'hui, aux éditions Méditer. C'est un ouvrage auquel vous avez participé en compagnie de Maryse Souchard, Jean-Claude Pinson, Jean-Michel Vienne. Merci Joël Gobert et à